Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Carreau Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Alors, c'est pas que j'ai voulu faire une sélection spéciale livres sombres pour l'hiver, mais ça va quand même être une spéciale livre sombre sur l'hiver parce que voilà, c'est des livres assez soit assez hivernaux, soit assez sombres dans la lecture, donc quelque part qui vont bien avec la saison. Alors vous savez bien, moi vous n'allez pas avoir beaucoup de romances feel good sur mon compte, hein, donc ne vous attendez pas à avoir des trucs hyper joyeux, même si j'ai des livres qui sont beaucoup plus doux. Mais on va garder un petit peu cette vibe assez sombre. Alors, à commencer avec le livre d'or d'Eric Costa, dont je ne vous ai pas encore parlé, que j'ai lu cet été d'ailleurs, alors qu'il faisait très très chaud. Là, on va être dans les Carpates en 1897. Donc, ça vous donne tout à fait l'ambiance. Déjà, rien qu'avec la couverture, ça fait bien, bien hivernal. Et on va suivre Alexander Hartmann et sa fille Lucie. Alors, Alexander Hartmann se rend à une convention qui rejoint qui réunit les spécialistes en ésotérisme et en occultisme. Et il s'arrête dans un refuge. Et quand il arrive, eh ben, il y a un cadavre dans l'église de ce refuge, dans la chapelle de ce refuge. Et bon, alors les gens lui expliquent, bah oui, il y a des gens qui s'occupent du refuge, hein, il y a un jardinier, il y a une dame qui s'occupe de faire à manger, il y a un peu un homme à tout faire, il y avait celui qui s'occupait des toits, c'est lui qui est tombé du toit et qui est mort. Mais Alexander trouve ça quand même très très bizarre. Et il va enquêter, et bien sûr, on va se retrouver avec un mélange d'ésotérisme et d'occultisme assez important dans ce roman. Alors, il y a une ambiance huis clos en plus, vite, ils vont être coincés dans ce refuge, puisqu'il y a une énorme tempête qui se lève. Bon, c'est-à-dire qu'on est quand même dans la chaîne des Carpates, hein, là où vivait aussi Dracula, même si bon, il y a quand même de l'ésotérisme et de l'occultisme, donc il y a quand même une grosse part de fantastique. Mais voilà, on est dans un huis clos très rapidement. Ils sont enfermés dans ce refuge. Et puis, il commence à se passer des choses un peu étranges. Les morts commencent à se multiplier. Alexander Hartmann va tomber sur un journal intime d'un homme qui est venu là il y a plusieurs années. Il y a aussi un fou qui se balade, voilà, c'est un homme qui était venu étudier le secteur et qui est devenu fou. Les autres savent pas pourquoi. Bon, ils le laissent là. Après tout, il fait de mal à personne, donc ils le laissent vivre avec eux. Et nous, on se demande bah, pourquoi il est devenu fou. Il doit y avoir une raison. Et on finit vraiment dans quelque chose de labyrinthique dans tous les sens du terme, on a voilà l'enquête de Hartmann et de sa fille. On a ces gens du refuge qui cachent des choses. On a le récit de ce précédent homme qui a voulu essayer d'explorer les tunnels qui étaient sous le refuge. Donc, voilà, et il y a toute cette expérience dans ces tunnels qui sont assez affolants quand même, qui sont assez oppressants. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman. J'aime bien les ambiances huis clos comme ça. Et quand en plus il y a du fantastique, de l'ésotérisme, c'est un gros plus pour moi. Et c'était vraiment, voilà, avec cette ambiance bah, dans les Carpates, voilà, il y a vraiment tout pour plaire si vous aimez les huis clos sombres, là dans la neige, il fait sombre, on voit à peine où on met les pieds, c'est vraiment voilà, une atmosphère un peu pesante, assez angoissante, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, pour rester un peu dans le froid l'hiver, oui, vous allez me dire c'est de la SF, mais comme la SF ça se passe beaucoup dans l'espace, et comme dans l'espace il fait très très froid, ça m'a fait penser à l'hiver, et ce livre, ça a été une pépite. C'est Je suis vaisseau de Olivier Béranval aux éditions Nemos, que j'avais reçu en service presse. Il est génial parce qu'il aborde des tas de sujets en fait. On est alors en quelle année? En 3660. L'humanité a quitté la planète Terre qui est devenue invivable, puis ils ont commencé à essaimer un petit peu partout dans plusieurs galaxies, planètes. Donc ils utilisent système assez... Alors c'est pas de la hard SF, il n'y a pas trop d'explications scientifiques sur comment on arrive d'une planète à l'autre, comment fonctionne le système de cryogénisation. Je vais y arriver, puisque les gens sont cryogénisés, je sais pas, bon, bref.
Ils sont mis en stase pour pouvoir aller d'une planète à l'autre, puisque les voyages durent des fois des centaines d'années. D'ailleurs, on a des sauts dans le temps comme ça tout au long du roman. Et c'est super intéressant puisqu'on voit l'évolution des personnages. Et en même temps, il y a ce côté assez étrange de personnes qui, voilà, ils s'arrêtent à une planète, on les réveille, il y en a d'autres, on les réveille pas, et on les retrouve 30, 50, 100 ans, voire plus. On en retrouve certains, pas d'autres, parce que on n'a pas besoin d'eux sur cette planète, donc on n'a pas besoin de les réveiller. Donc il y a tout ce questionnement déjà sur l'humain qu'on met sans arrêt en stase, sur comment créer des relations humaines alors qu'on est... on n'est jamais avec les mêmes personnes et on sait qu'on restera pas longtemps avec elles, c'est juste le temps d'une mission. Il y a cette idée aussi de coloniser différentes planètes. Alors, ils n'ont pas trouvé d'autres formes de vie, mais il y a quand même cette idée de colonisation, voilà, de vouloir s'emparer à tout prix de différentes planètes. Il y a tout ce qui est manipulation génétique qui est très très bien abordé, puisque les différentes planètes qu'ils vont coloniser ne sont pas aussi accueillantes qu'a pu l'être la Terre. Et on fait des manipulations génétiques sur les êtres humains pour qu'ils soient adaptés au monde où ils vont vivre, ou alors qu'ils soient adaptés pour les missions qu'ils vont devoir accomplir sur le vaisseau. Par exemple, les chefs, ils sont très très grands, très minces, plutôt beaux. Ils font 2 mètres de haut. Enfin voilà, on les reconnaît par leur taille. Voilà, comme ce sont des chefs, enfin, c'est eux qui dirigent un peu ce vaisseau, parce que c'est un truc immense. Je sais pas si vous voyez, il se représente vraiment comme ça. C'est-à-dire que tout est en longueur, c'est une sorte d'immense, c'est pas un tuyau, mais parce que c'est un immense cylindre en fait, et qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, donc ce qui fait que les gens qui vivent dedans, en plus, n'ont jamais visité l'intégralité du vaisseau. Et voilà, il y a toute cette manipulation génétique. Il y a ceux qui vont être, par exemple, plus des soldats. On va les créer plus petits mais plus costauds. Pour aller sur telle planète, par exemple, on a une communauté humaine. Alors, c'est des êtres humains, mais les autres ont du mal avec eux parce qu'ils sont plus proches du serpent, parce qu'ils ont un côté un peu, voilà, serpent, pour pouvoir vivre dans des mondes, notamment, où il y a beaucoup d'eau, où il fait froid. Il joue un rôle important dans le roman. On va suivre l'une des membres de cette nouvelle race humaine, en fait, et justement qui est un peu en but à la méfiance des autres, parce ils ont l'air moins humains. Ce qui est idiot, parce que des humains, des vrais natifs, il y en a très peu. Il y en a un qui est le capitaine du vaisseau, qui pareil va se réveiller que de temps en temps. Lui, c'est vraiment puis il est né à l'ancienne, hein, c'est pas par manipulation génétique, né du ventre d'une femme, et non pas voilà, par tout le système scientifique qui fait naître maintenant les êtres humains, ou les êtres humains manipulés génétiquement. C'est super intéressant de voir d'ailleurs que voilà, il y a cette antipathie envers certaines races, alors que c'est les humains eux-mêmes qui les ont créés. On voit aussi un moment que c'est pas toujours super fiable, la manipulation génétique, et que ça pourrait entraîner des problèmes, parce que voilà, il y a des petites choses qui n'ont pas été bien respectées, il y a des petites choses dans l'ADN qui pourraient entraîner des problèmes plus tard. Voilà, on suit par exemple, là, ce sont des êtres humains qui vont arriver dans un monde où la nature est encore reine. Donc il faut quand même des êtres humains assez costauds, travailleurs, alors qui n'est pas un cerveau trop développé, hein, parce qu'il faut surtout qu'ils travaillent la terre. Voilà, c'est vous dire voilà comment ils sont considérés. Mais le problème, c'est que le gène de la violence n'a pas été assez bien, comment dire, enlevé de ces nouvelles races qu'ils viennent juste de créer pour cette planète en particulier. Donc voilà, que ça pose plein de questions comme ça, c'est super intéressant. Le titre Je suis vaisseau, c'est aussi un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, puisque on va avoir le vaisseau lui-même qui est dirigé par une IA. Enfin, l'IA est dirigée par des humains, mais c'est une IA qui dirige le vaisseau. Et évidemment, ça pose plein de questions sur les IA. Et effectivement, je suis vaisseau, puisque c'est cette IA qui va nous parler par moment, nous dire ce qui se passe dans le vaisseau. Et elle est tout le temps réveillée, cette IA, contrairement aux autres êtres humains qui ne perçoivent que certaines choses par moment. Et puis la fin, je m'attendais absolument pas à ça. C'était juste incroyable.
Je vous l'ai dit, hein, le vaisseau est tellement grand qu'ils n'en font jamais le tour complet et bah, il arrive qu'il y ait des choses qui se passent dans le vaisseau que personne n'a vu et qui sont là depuis des années. C'était passionnant. Il n'y a pas d'histoire d'alien ni rien, hein. C'est vraiment que des humains génétiquement modifiés. Mais c'est vraiment super intéressant, c'est bien fait, c'est accessible, il n'y a pas de... Bon, faut aimer quand même la SF hein, pour y aller, mais franchement, moi qui ne suis pas scientifique pour dessous, et vous me perdez dès que vous commencez à me parler de physique, de saut quantique, ou je ne sais quoi, là, ça a été, ou de trou noir, ou... Voilà. Là, franchement, c'était plutôt des questionnements autour de l'humanité, parce que qu'est-ce que c'est que cette humanité qui, voilà, qui ne peut plus lier de liens, qui est quasiment que modifié génétiquement, qui n'a plus de contrôle pour certains. Et puis en même temps, il y a ce contrôle absolu de cette IA qui est voilà, qui est le vaisseau qui se transporte tous ces humains, enfin du moins un des vaisseaux. C'était vraiment passionnant, je vous le conseille si vous voulez vous lancer dans de la SF, dans de la très bonne SF. Il a écrit 2 autres romans par exemple qui se passent dans le même univers, donc j'ai essayé de les choper. J'en ai chopé un mais je suis pas sûre que c'était celui-là, mais c'est pas grave, je veux découvrir d'autres romans de cet auteur parce que franchement j'ai adoré. Voilà, si vous voulez vous mettre dans un bon roman de SF qui soit pas trop technique, qui interroge, oui, sur l'humanité, sur les IA. C'était vraiment passionnant et vraiment à découvrir. Alors, toujours avec il n'y a pas une ambiance trop huis clos pour le coup, même si on est dans un vaisseau, parce que le vaisseau est tellement grand. Et en plus, il y a beaucoup de moments où il s'arrête sur des différentes planètes. Donc, il n'y a pas trop c'est vraiment cette histoire voilà, de huis clos, mais voilà, on est quand même dans un monde assez froid, assez technologique, hein, puisque tout est modifié en fait. Donc voilà, moi ça me faisait penser à une lecture hivernale. Mais je vous le conseille vraiment, je crois que c'est une des pépites que j'ai lues cette année aussi, ce roman. Et je remercie les éditions de Nemos qui m'ont confié plusieurs de leurs bébés cette année et j'en suis vraiment très heureuse parce que j'ai fait de très très belles découvertes avec eux. On va rester dans des choses là, un petit peu plus coolos, policiers. Pour finir, je vais vous finir avec les derniers peut-être un peu plus ardos, destiné à un public très 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 averti. Alors là, c'est le tome 2 de la trilogie du Darknet, Data sanglante de Jakub Zvamalek aux éditions Point. J'ai reçu en service presse, je les remercie aussi pour l'envoi de ce roman. J'avais reçu le tome 1 l'année dernière puisque je faisais partie du jury du Polar Point. Et j'avais bien aimé, mais je trouve que celui-ci est encore un cran au-dessus. On suit toujours la même héroïne qui est à la base journaliste pour journaliste mais sur internet en fait, hein, pour voilà des informations très très rapides et puis qu'il faut que ça clash, il faut que voilà que ça attire le public, tape à l'œil quoi. Enfin voilà, c'est du journalisme malheureusement comme on en trouve maintenant. Il faut que ça aille vite, il faut que l'information aille très vite. C'est le premier qui sur. Alors ça a toujours été un peu ça. Vous allez me dire le journalisme, mais là c'est vraiment il faut que ce soit limite trash quoi. C'est-à-dire qu'on en rajoute dans les événements trash pour que voilà ça fasse vendre. Bon, la suite aux événements qui sont passés dans le tome 1, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans le tome 1. Notre journaliste, on va le retrouver à enquêter sur d'autres choses. Bon, on avait découvert pas mal de choses grâce à un personnage du premier tome. Je ne sais pas vous spoiler. Notamment, c'est affolant. On se dit, et c'est encore plus affolant quand on lit celui-là. On se dit, mais c'est pas possible. On est fliqué de partout avec Internet. On le sait, hein. Mais à ce point-là, c'est affolant. Et là, ce qu'on va surtout mettre en avant, dans le premier, c'était vraiment pour dire qu'on était fliqué partout et qu'il y avait plein de choses qui se passaient sur le Darknet, notamment de la pédocriminalité. Et là, on va plus assister sur la manipulation des gens. Notamment, on va suivre 2 autres personnages importants. Une jeune femme qui est community manager pour un homme politique, parce qu'apparemment, ça se passe en Pologne. Il y a je ne connais pas du tout la politique. Alors déjà, je ne m'occupe pas trop de la politique en France, alors la politique étrangère, vous imaginez. Donc, apparemment, il y a 2 partis principaux en Pologne qui se disputent plus ou moins le pouvoir depuis des années. Et il y a cet homme qui veut mettre en place un 3e parti, donc elle essaie de l'aider. Et là, on va voir toute la machinerie derrière qui est mise en place, la manipulation à l'aide des réseaux sociaux. Je crois que le message final du roman, c'est gardez votre liberté de penser. Faites attention quand vous lisez un truc sur les réseaux sociaux, parce que on n'a rien pour vérifier. Alors déjà, au niveau du journalisme télé,
presse écrite et compagnie, on sait que voilà, c'est très, en fait, selon l'engagement des journalistes de la chaîne, soit à gauche, à droite, vous n'allez pas avoir les mêmes articles qui vont sortir, déjà, ni les mêmes chiffres. Ça c'est fou. Je trouve qu'il faut le faire quand même sur des stats. Mais alors là, sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Alors en même temps, ça a permis, moi je trouve que ça permet aussi une liberté. Il y a des choses qu'on n'aurait jamais su non plus sans les réseaux sociaux. Mais voilà, attention effectivement à ce qu'on peut lire parce qu'on sent toute la manipulation là-dedans. On va suivre aussi un autre personnage, Oleg, qui vient d'être embauché pour être modérateur. Il est modérateur tout simplement sur tous les messages qui passent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a bien sûr un algorithme qui s'occupe des messages qu'il faudrait laisser passer ou ne pas laisser passer, mais il y a quand même de l'humain derrière pour des messages qui posent problème. Et petit à petit, ouais, travailler là-dedans, je ne sais pas comment ils font parce qu'ils voient passer des messages, alors des fois des images très violentes, des messages très violents. Il y a aussi énormément Le livre va beaucoup parler de racisme et de xénophobie. Alors moi j'avais pas trop compris, le personnage Oleg, il est bélorusse. Alors, moi je connais la Biélorussie mais pas bélorusse. En fait c'est la même chose, Bélorusse et Biélorussie c'est la même chose, si ce n'est que la Bélorusse depuis qu'elle est indépendante, elle se fait appeler Bélorusse plutôt que Biélorusse. Voilà. Mais c'est la même chose. Donc lui il est originaire de Biélorussie, donc il sent bien que par moment on le regarde un peu bizarrement. Pourtant je veux dire la Pologne, la Biélorussie c'est pas très loin, c'est quand même un peu la même histoire, la même... Bon, les mêmes racines historiques, je pense, sans être une grande spécialiste, mais on sent déjà qu'il y a voilà, ce refus un peu de l'étranger. C'est pareil, la community manager, elle vient de la campagne profonde, donc son père déjà déteste la ville, trouve que c'est des bons à rien, que ce qu'elle fait ne sert à rien. Donc elle se sent aussi pas toujours un peu le syndrome de l'imposteur, parce qu'elle a réussi. Elle a fait des études, elle a travaillé au Royaume-Uni, donc c'est quelqu'un qui est considéré comme ayant réussi, qui gagne bien sa vie. Et là, bon voilà, sur un poste assez important. Mais il y a toujours ce côté, toi tu viens de la campagne et ici on est à la ville, quoi. On est c'est à Varsovie, j'ai pas de bêtises. Hein. J'ai pas revérifié, mais je pense que c'est oui, c'est Varsovie. Oui, je pense que c'est Varsovie. Et voilà, il y a quand même ce fond assez xénophobe. Alors, je dis pas quand c'est des communautés qui viennent de plus loin, c'est encore pire, même si c'est moins abordé, mais déjà les communautés proches, enfin, les pays proches, c'est déjà un peu compliqué. Donc bon, c'est une image assez sombre de la Pologne, hein. On va pas se le cacher, c'est une image très sombre de la Pologne et de la société polonaise. Et puis évidemment, Oleg, à force d'être modérateur, il va repérer des choses un peu étranges. Et bien sûr, les trois, puisque je sais plus le nom de l'héroïne. Parce qu'au départ, Julita, oui, c'est ça. Elle enquête sur... elle veut finir son enquête qu'elle a commencée dans le tome 1. Et bon, ça n'aboutit pas à grand-chose, donc elle décide d'enquêter sur autre chose où on voit une camgirl. Je n'étais pas sûre de ce qu'était une camgirl, effectivement, c'est une jeune femme voilà, qui se connectent. Alors, soit c'est géré par une société, et puis voilà, elle accomplit les fantasmes des hommes. Il faut payer évidemment hein, pour ça, mais voilà. Et cette jeune femme est tuée en direct en fait. Donc elle va enquêter sur ce meurtre qui remonte à déjà quelques années auparavant. Et puis bien sûr elle va découvrir plein de choses. Et les trois enquêtes les trois personnages vont à un moment se rencontrer. Les trois enquêtes vont évidemment se télescoper. C'était super bien fait. La fin fait froid dans le dos. J'ai hâte. Alors le troisième est déjà sorti chez Métayer, je crois, en grand format. Bon, moi je vais attendre de l'avoir en poche, mais clairement, ouais, c'est ça. Chez Métayer, c'est saturation totale. Je vais attendre de l'avoir, qu'il soit en poche pour l'acheter. Donc ce sera l'année prochaine. Pour le moment, c'est vraiment génial. J'ai adoré. Ça fout les jetons, hein, parce que, comme dit l'auteur au tout début, ceci non plus n'est pas un roman de science-fiction, malheureusement. Parce qu'effectivement, ça fout vraiment les boules. Quand on voit la manipulation, il parle aussi de ce qui s'est passé au Royaume-Uni au moment du Brexit. Hein, comme quoi, il y a un film qui a été fait là-dessus avec Benedict Cumberbatch où en fait, il y aurait eu énormément de manipulation pour orienter les votes des gens. Alors c'est une technique qui a été utilisée, là c'est un petit peu trop technique pour moi, je ne vais pas pouvoir vous expliquer, mais voilà, ils se servent des réseaux sociaux pour orienter les votes des gens. C'est une technique qui a été reprise par l'équipe de Donald Trump, voilà, lors de sa première élection. Donc bon, voilà, c'est bon à savoir, je trouve.
Voilà, donc c'est super intéressant, c'est aussi super flippant, mais je vous le conseille parce que ça ouvre les yeux sur plein de choses et on se dit, bah oui, les réseaux sociaux, moi j'y suis beaucoup. Alors c'est oui, c'est dans l'univers du livre, mais n'empêche qu'on voit passer des choses des fois et on peut pas s'empêcher de regarder. Et je me dis, bon, attention, bien garder sa liberté de penser, bien se renseigner et ne pas foncer tête baissée en disant, ah ouais, mon Dieu, c'est pas normal ou c'est horrible ou je vais faire ça parce que voilà, il y a énormément de manipulation derrière tout ça, mais c'est vraiment passionnant. Pour rester un petit peu dans du policier, je vous l'ai fait vraiment pas dans l'ordre parce que là j'ai fait de l'occultisme, de l'ASF, du policier. Là on est roman policier, social, assez satirique en même temps. C'est Cathy de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est vrai que tout le monde dit que la couverture est superbe, mais en fait quand vous regardez la couverture, je sais pas si vous pouvez voir, en fait ça raconte l'histoire. C'est voilà, il y a plein, ouais, il y a une corde, là, il y a un cœur, il y a une raison à tout ça. On voit deux jeunes femmes qui s'opposent. Il y a voilà, chaque dessin en fait chaque petite illustration on la retrouve dans le livre. Je viens de lire aussi en LC Les Aiguilles d'Or, hein, toujours de Michael McDowell. C'est pareil, il y a rien de gratuit sur la couverture. C'est vraiment extrêmement bien fait. Là, on va suivre Philomena et Cathy. Alors, attention, trigger warning, dès les premières pages, si vous n'aimez pas quand ça touche aux animaux, il y a deux scènes qui sont très dures. Voilà, c'est... Et dès les premières pages, hein, on était en lycée, moi je crois que j'avais lu jusqu'à la page 9, j'ai envoyé tout de suite un message aux autres personnes qui faisaient la LC avec moi, mais j'ai dit, mais... bah, ça commence bien, parce qu'il faut savoir que Cathy est un personnage qui n'a aucune empathie. Enfin, pour moi, voilà, c'est une sociopathe, une psychopathe, parce que voilà, elle est incapable d'avoir le moindre degré d'empathie. Alors, vous imaginez qu'un animal, c'est même pas faire mal pour faire mal, c'est je m'en fous, il fait chier, donc en gros c'est ça. Donc trigger warning sur les animaux, il y a deux scènes très chocs quand même, et dès le début du livre. Je préfère vous prévenir parce que je sais que moi, c'est pareil. C'est marrant, on est toujours souvent très sensible aux trucs. Quand ça concerne les animaux, ça nous touche moins des fois quand c'est l'homme, mais quand ça touche les animaux, je sais que voilà, je pense qu'on est tous un peu pareil. Ça a du mal à passer. Donc, trigger warning sur Cathy, sachant qu'en plus, ça s'ouvre, Cathy n'est qu'une enfant. Hein, donc, ça vous donne un peu une idée du personnage. Et cette fameuse Cathy, elle a un pouvoir, c'est-à-dire qu'elle sait prédire l'avenir. Elle sait vraiment prédire l'avenir. Mais elle est flippante, hein, parce qu'elle vous touche. Ça y est, elle sait toute votre vie. Elle sait... Donc voilà, elle se fait payer pour ça plus tard. Hein, pour prédire l'avenir, c'est flippant, hein, la façon dont elle prédit aux gens leur avenir. Mais surtout, elle a une obsession. Alors, est-ce qu'on le dessin, ça doit être quelque part? Ah oui, on le voit ici. On le voit pas tellement, mais c'est un marteau. Cathy aime se servir de son marteau sur les gens. Voilà, c'est pour vous dire le personnage. Et en fait, voilà, ça commence avec Cathy. Ensuite, on va suivre Philomena qui vit avec sa mère. Alors sa mère a fait un mariage contre l'avis de son père. Son père est quelqu'un de très riche. Et du coup, il a renié sa fille. Il vit avec son fils, mais il a renié Philomena et sa mère. Elles se trouvent toutes les deux dans une situation compliquée parce que le père est décédé. Bon, apparemment, c'était pas non plus un foudre de guerre au niveau travail, mais en plus, il est décédé. La mère de Philo est malade, donc elle se débrouille comme elle peut, Philo. D'ailleurs, elle est en but aux moqueries d'une jeune bourgeoise dont la famille a fait fortune. Voilà, il y a souvent du social dans les... Enfin, j'en ai lu deux, mais il y a vraiment toujours une partie sociale assez importante. Encore une fois, on est dans la seconde partie du 19e siècle. Il y a une très grosse partie qui va se passer à New York, comme pour les Aiguilles d'Or. Et voilà, il y a toujours ce clivage entre les pauvres et les riches, surtout les bourgeois. Et voilà, c'est cette partie sociale qui est vraiment très très intéressante. Alors c'est surtout dans les Aiguilles d'Or, un peu moins dans Cathy, mais c'est là quand même, c'est présent. Et Philomena, tout au long de l'histoire, il va lui arriver que des merdes. C'est une fille qui est adorable, gentille, douce, voilà, elle plaît à tout le monde parce qu'elle est super adorable et que ça se sent, et il lui arrive que des merdes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça ressemble un peu, je trouve, au feuilleton qu'on pouvait avoir, pareil, au 19e siècle en France, où on suivait des personnages comme ça, surtout féminins, à qui il arrivait que des merdes, mais à chaque fois ils s'en sortaient avant de retomber, encore une fois, d'être déçus, et voilà, d'être soit volés, soit...
se retrouver dans des situations de merde, faut le dire. Et voilà, et à chaque fois c'était comme ça. Et ça fait aussi référence, je pense, à ce qu'on appelle, alors nous on n'a pas connu ça, les Penny Dreadful, c'est le nom d'une série aussi, mais à la base c'était des petits feuilletons aussi vendus dans des journaux tous les jours qui coûtaient un penny, si je me souviens bien, d'où le nom Penny Dreadful, et qui racontaient une histoire comme ça sur plusieurs épisodes. Donc je pense que c'est aussi une référence à ça. Et je pense que Michael McDowell, il s'amuse beaucoup à écrire ses romans. Alors j'ai plus le petit papier qui est entouré, parce que c'était sympa. En fait, il s'éclate à écrire ces personnages qui sont abominables, tels que Cathy. Et Philomena, en fait, va recevoir une lettre de son grand-père qui lui dit, bah voilà, ton oncle s'est marié avec une femme. Et puis, enfin, j'ai peur de mourir parce que, voilà, en fait, son fils est décédé. Donc sa femme s'est remariée avec un homme qui est le père de Cathy. Voilà, donc on va suivre le père de Cathy, sa belle-mère Cathy, qui vit chez le grand-père de Philo. Et lui sent bien que leur but, c'est de le tuer pour s'emparer de ses richesses. Et bien, Philo va évidemment, vu l'appel au secours de son grand-père, elle y va pour d'autres raisons aussi. Mais elle y va. Et puis voilà, se retrouve un enchaînement d'aventures pour Philo où c'est de mal en pis. Mais à chaque fois, ça revient bien et voilà, ça se finit bien avant de retomber. Et à côté de ça, on a Cathy qui est vraiment effroyable, mais toute sa famille. Alors, la seule qui a un cerveau, je trouve, dans le trio, c'est la belle-mère. Le père, c'est pareil, hein, il est incapable de la moindre empathie et en plus, il est bête. Alors, il est horrible, hein, c'est un tueur aussi, mais il est bête. Il est bête, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont obligés de se séparer. Donc, du fait qu'il n'y a plus la belle-mère pour diriger un peu ce trio de malades, c'est elle la moins malade des trois, hein, mais la plus intelligente aussi, donc la plus manipulatrice, c'est celle qui va monter tous les coups pour qu'il gagne de l'argent. Donc, ça se fait à coup de meurtre et de manipulation, évidemment. Mais voilà, quand il n'y a plus la belle-mère pour les diriger, c'est une horreur. Cathy et son père, c'est une horreur. Les jeunes ont parlé, c'est affreux. C'est tout simplement affreux. Et voilà, on sent que ils font peur. On a l'impression de voir des humains, des espèces d'automates là, qui sont incapables de penser par eux-mêmes et qui n'ont qu'une obsession, c'est gagner de l'argent. Alors pour le père, c'est aussi d'aller le dépenser. Pour Cathy, c'est donner des coups de marteau parce que c'est rigolo de donner des coups de marteau manifestement pour elle. C'est incroyable. La fin est... Je me dis, mais quel dommage que cet auteur soit décédé, parce que je pense qu'il aurait encore eu beaucoup de choses à écrire. C'est incroyable, parce que oui, effectivement, il y a plein de références à la société de l'époque, et par ricochet à notre société actuelle, entre ceux qui sont nantis, qui ont le pouvoir, et ceux qui n'ont rien. Et alors, c'est plus dans Les Aiguilles d'Or qu'il y a vraiment ce clivage. Là, c'est bon, vraiment, on suit une meurtrière en puissance, hein, une psychopathe en puissance. C'est affolant, et en même temps, on peut pas s'empêcher de rigoler, parce qu'on se dit, mais il faut inventer un personnage pareil. Je crois que c'est une des pires, enfin, hommes et femmes mélangés, tueurs en série, fictionnels, hein, je dis bien, que j'ai pu lire, Cathy. Si c'est pas la pire. Faudrait que je me remémore tous les tueurs en série que j'ai pu voir dans des films, dans des séries, parce que j'en ai vu beaucoup, ou lu dans des livres, mais je crois que c'est une des pires, et je vous dis, tout confondu, alors parce qu'on voit plus souvent des hommes en tueurs en série que des femmes, mais en fiction, hein, je parle pas en vrai, parce que en vrai, manifestement, évidemment, c'est forcément les pires, mais là, je crois que c'est une des pires que j'ai vues, c'est incroyable, et en même temps, il y a une espèce d'humour second degré, d'ironie dans ce qu'il fait, ça c'est... Voilà, son écriture, il peut y avoir des fois quelques petites longueurs parce que le livre est assez gros, mais en même temps, ça se lit très bien, ça se lit tout seul, c'est fluide et on a envie, c'est un peu page turner, c'est vraiment, et en même temps, il y a pas mal de questionnements, il y a pas mal de clins d'œil, voilà, à cet esprit feuilletonesque qu'il y avait à la fin du 19e siècle, et j'ai trouvé ça génial. Franchement, voilà, j'en ai lu que 2, j'ai pas lu Blackwater, et j'ai pas son dernier non plus, c'est Lune froide sur Babylone, qui paraît-il est excellent. Mais clairement, je vais continuer avec cet auteur parce que j'adore. Allez, on va replonger un peu dans du sombre, du fantastique avec Solum, tome 1, enfin livre 1 de Jacques Aubin. Je remercie l'auteur pour l'envoi de ce roman qui sera en plusieurs parties, il est assez court. Là, on va suivre un paysan. Alors, on se doute bien que ce pays, on est au Moyen-Âge pendant la guerre de 100 ans. Je vous resitue un peu la situation. Resitue la situation, oui, c'est bien. Bien, très, très beau comme phrase, c'est pas grave. Donc bref, nous sommes voilà, durant la guerre de 100 ans, et puis lui, il essaie de survivre avec son épouse. Elle a un enfant d'un premier mariage parce qu'elle est veuve et ils ont eu un bébé ensemble. Alors on sent tout de suite que lui, c'est un ancien, on se doute qu'il a un passé, notamment un passé très... Ivan, il s'appelle, oui, ça.
ou Yvan plutôt à la française, qu'il a un passé de soldat, on s'en doute, mais je dirais même plus que ça parce que il sait lire et écrire, et les soldats à l'époque ne savaient pas forcément lire et écrire. Enfin, voilà, il y a quand même du mystère autour de cet homme. Et malheureusement, il va retrouver sa famille assassinée. C'est la 4e de couverture que je vous raconte là. Et voilà, il va être complètement perdu, fou de rage et assoiffé de vengeance. Et il va rencontrer, alors ça se divise en... Voilà, il y a des flashbacks. Il va rencontrer une branche de l'Inquisition assez particulière puisqu'elle poursuit des démons. Alors pour une fois, l'Inquisition n'est pas le, voilà, on sort de ce côté, l'Inquisition qui s'amusait à brûler des femmes et à chercher des hérétiques partout, même où il n'y en avait pas, et à brûler tout ce qui ne rentrait pas dans les cases. Là, c'est vraiment des hommes et des femmes qui ont subi aussi des attaques de ces démons, qui ont perdu des proches, qui ont énormément perdu, et ils ont formé cette branche de l'Inquisition, et Yvan les rejoint parce qu'il veut se venger. Et voilà, et on va les suivre dans leur périple, voilà, en ce Moyen-Âge français qui est très lugubre, très sombre. Il y a déjà la couverture. Moi c'est ça qui m'a attiré sur le coup. Puis j'ai lu La Vie, quand j'ai vu La Vie, j'ai dit waouh, il a l'air trop bien celui-là. Ça m'a tout de suite donné envie. Voilà, il est génial. Vous voyez déjà, il y a une marque là aussi. Enfin, c'est super. Voilà, donc on va y avoir des histoires de démons, de zombies, de manipulation, de riches évidemment, hein, qui veulent se servir des démons pour avoir encore plus de pouvoir. Voilà, donc il y a à la fois ce côté fantastique, mais aussi un côté enquête assez important. Il y a d'ailleurs tout le final où on va suivre Yvan qui va aller d'étape en étape parce qu'il va suivre une première personne, puis une deuxième, puis voilà, pour remonter à la source. C'était passionnant, la toute fin du récit, parce qu'on se dit jusqu'où ça va l'amener. Est-ce qu'il va s'en sortir? Parce qu'on se dit, il y a un moment, ça va foirer, quoi. Il va finir par se faire repérer. Et c'était vraiment, vraiment prenant. Voilà, il y a un côté aussi très sombre, un côté fantastique, et surtout le côté enquête que j'ai beaucoup aimé. Et puis l'atmosphère du livre, évidemment. Allez aussi, si vous avez le temps, si vous avez envie, sur le site de Jacques Aubin. Je vous mets un peu plus près, peut-être pour voir le nom. Enfin non, c'est Solum. Il faut taper Solum sur Instagram. C'est pas à son nom d'auteur. C'est passionnant parce qu'il nous raconte des pans de l'histoire du Moyen-Âge, notamment de l'Inquisition. Mais là, pour le coup, la vraie Inquisition. Donc, c'est assez sombre. Il nous parle aussi d'érétisme. C'est vraiment, vraiment passionnant. Il fait voilà, des petites vidéos aussi pour son livre. J'aime beaucoup son compte Instagram. C'est voilà, c'est un peu dans les vibes que j'aime, hein, assez sombre, le Moyen-Âge assez obscurantiste. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais vraiment, je vous le conseille si vous voulez du fantastique avec une enquête, et puis dans ce Moyen-Âge, voilà, très obscurantiste, très sombre. C'était vraiment super. Ensuite, nous retournons en Heroic Fantasy. Là, c'est le cycle 1, le Halo des Ombres, l'Académie de Santorine de Viviane et Céline de Clerval aux éditions Pyrélion. Je remercie pour l'envoi de ce roman. Alors, regardez déjà la couverture, magnifique. Et puis alors derrière, j'adore cette créature. Je ne sais plus comment elle s'appelle, hein. Elle a un nom pas possible, mais ça me fait penser au Sombral, je crois, qu'on voit dans Harry Potter. D'ailleurs, il y a des vibes Harry Potter dans ce roman, mais Harry Potter version très très sombre. Mais voilà, ça me fait vraiment penser, vous savez, ces chevaux dans Harry Potter. D'ailleurs, il n'y a que lui, Harry Potter, qui les voit quand ils arrivent à Poudlard. Les autres ne les voient pas. C'est des chevaux comme ça, très noirs. Je ne sais plus s'ils ont les yeux rouges, mais c'est... voilà. Et vraiment, je trouve qu'il y a un super travail qui a été fait sur la couverture avec le plan. On va suivre. Alors, à la base, ça apparaît assez classique l'histoire, mais je trouve que les autrices l'ont traité de façon très, très originale. Alors, je ne sais plus encore une fois le nom du personnage principal. Alors, on va suivre donc Luten, qui est un jeune homme qui vit avec son père et sa mère. Et puis avec, c'est son oncle ou un proche de la famille, je ne sais plus. Et voilà, oui, Luten, on vit une vie normale. On est dans un monde d'heroic fantasy avec des influences médiévales. Et puis jusqu'au jour où il va assister à l'assassinat de sa mère. Il y a une sorcière, il rêve d'une sorcière.
Vraiment une femme âgée avec des cheveux gris. Bon, elle n'a pas le nez crochu et le bouton, ni rien, et les poils sur le menton. Mais voilà, elle a les cheveux gris, c'est une vieille femme. Et il la voit penchée sur le lit de son mère et sa mère meurt. Et quelques instants après, sa maison brûle. Il est obligé de fuir. Euh, et là, l'histoire est assez complexe hein, quand même. Voilà, c'est pour ça le héros, je crois qu'il a 14 ans au début, 14, 17, je sais plus. Mais je conseillerais pas pour des bons lecteurs, parce qu'il y a quand même des scènes violentes, et aussi pour le niveau de lecture et pour la complexité du récit. Après, il y a des très jeunes lecteurs qui sont très doués en lecture et qui seraient capables de le lire, mais ça peut peut-être être assez violent quand même par moment. Et il est obligé de fuir, il fuit avec donc l'ami ou l'oncle de la famille, je ne sais plus, mais bon, il va rencontrer d'autres personnes sur sa route. J'ai bien aimé ce petit côté, en fait, ils ont réussi à condenser en un seul roman, ce qui est des fois mis sur plusieurs tomes, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà la quête j'ai encore oublié son nom. Voilà, Luten, je vais y arriver, j'ai Théorel en tête, qui est le nom de l'oncle ou de l'ami de la famille, c'est Luten. Donc ce jeune garçon, on va suivre sa quête initiatique pour arriver jusqu'à l'Académie de Santorini, puisque bien sûr, on lui dit qu'il a des pouvoirs. Voilà, donc vous voyez, c'est assez classique, mais je vous dis, tout est rassemblé en un seul volume, déjà, c'est très, très condensé, donc il n'y a pas vraiment de temps mort, c'est assez prenant. Et là, il arrive dans cette... Alors déjà, il est obligé de passer une épreuve... pour arriver jusqu'à cette fameuse académie qui est ici. Et puis, il est... Enfin, disons qu'il y a... c'est pas grave s'il y a quota de perte, quoi. Il peut y avoir des morts, c'est pas trop gênant. C'est un peu comme dans Force Wing, à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas grave s'il y a des morts avant même qu'il rentre dans l'académie. Hein. Ça fait partie des épreuves. Donc déjà, et puis quand il arrive dans l'académie, alors il y a des vibes à la Harry Potter, mais c'est Harry Potter très 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 sombre. Hein. C'est-à-dire que l'académie est très sombre, il fait pas chaud. Quand Luten découvre sa chambre, c'est un truc miteux. Il a une pauvre couverture, un lit qui tient à peine sur ses 4 pieds. C'est une horreur. C'est même hanté par un fantôme. Ils doivent se nourrir eux-mêmes. Alors il y a un buffet qu'il aurait préparé quand ils arrivent, mais en fait c'est des trucs ignobles à manger, quoi. C'est des insectes, des choses comme ça. Bah, c'est complètement dégueulasse. Voilà. Alors c'est pas de l'horreur, hein, mais voilà, il arrive dans son académie, mais on a l'impression de voir un peu Harry Potter qui arrive dans son académie, sauf que là c'est très très sombre et les professeurs sont imbuvables. Il n'y a aucune bienveillance chez eux, hein. N'en cherchez pas. Voilà, ils sont là pour former des futurs mages qui vont être rattachés aux divers éléments. Sauf que, exception cette année, notamment Luten, ne se retrouve dans aucun des 4 groupes, parce qu'ils sont plusieurs à être des mages qui utilisent une autre magie plus puissante et qui a causé pas mal de ravages autrefois parce qu'elle a été mal utilisée par des mages noirs. Donc le but des profs, c'est aussi, au début, ils sont 4-5, je crois, à être dans ce petit groupe de mages. Et le but des profs, c'est qu'ils ne tombent pas du côté obscur de la force, qu'ils restent des mages, mais qu'ils sachent utiliser leur pouvoir et l'utilisent à bon escient. Il va y avoir quelques relations, évidemment. Il y a une jeune fille qui apparaît, puis une deuxième. Voilà. Il y a d'autres personnages. En plus, il y a le temps qui passe. Il y a d'autres jeunes aspirants mages qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire. Donc, du coup, il y a un petit peu plus de personnages. Mais du coup, ça remet du rythme dans le récit. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y a un moment, ils vont devoir passer des épreuves. Évidemment, il y a des examens à passer, comme dans toute bonne académie. Et là, encore une fois, c'est horrible. C'est-à-dire que chaque épreuve qu'ils passent, c'est pas grave s'il y a des morts. Voilà, c'est normal. Et il y en a qui n'en reviendront pas. Et c'est normal. Il faut voir les épreuves que leur font passer les profs. Avec très peu d'explications. Enfin, waouh, c'est une académie très très particulière. Et notre pauvre Luten, qui au départ ne sait pas qu'il avait des pouvoirs, qui est plutôt un garçon doux et bienveillant, va devoir apprendre à se battre, à contrôler ses pouvoirs qui sont assez immenses, apprendre à se faire sa place dans ce monde, dans son groupe aussi. Mais très vite, ils vont être solidaires au sein de ce petit groupe. Mais vis-à-vis des autres, ils ne sont pas forcément bien vus, puisque voilà, par le passé, ces mêmes mages avaient mal tourné. Donc on a aussi des références, voilà, il y a un peu de world-building aussi, on a des références à ce qui s'est passé autrefois. Et puis, on a un final qui est vraiment explosif, quoi, voilà, voilà, je veux dire, Harry Potter, vous le voyez arriver à Poudlard, et vous le voyez jusqu'au moment où il quitte Poudlard pour
mince, non, il y a des gens qui n'ont pas lu, qui ont pas lu Harry Potter, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, on voit toute sa scolarité. Là, tout est fait dans le même livre et vous avez jusqu'au bout, là, vous avez la scène épique finale avec le combat. Et là, c'est pareil. Ne vous attachez pas au personnage parce qu'il y a des morts. Voilà, ça y va fort. Et voilà, effectivement, ce tome va tourner autour de Lutène qui va apprendre à se servir de ce pouvoir, à découvrir qui il est, à cette quête de soi qu'on retrouve dans d'autres romans d'heroic fantasy, mais fait de façon très originale. Et voilà, l'Académie est presque une héroïne à part dans ce roman. Et c'était c'est une académie très particulière. Ça vaut le coup d'être lu. Moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah purée, méchant quand même. C'est waouh, c'est une école. Hein. C'est effectivement, il y a que les plus forts qui s'en sortent. Hein. Mais en même temps, vous avez comme de la solidarité entre les personnages. Il va y avoir de l'amitié aussi, des secrets qui vont être dévoilés, beaucoup de créatures fantastiques. J'aimerais les voir dessiner, ces créatures, les voir comment ils seraient représentés, parce qu'on a du mal, rien qu'avec les descriptions, des fois à s'y imaginer. C'est des mélanges souvent de différentes sortes d'animaux. C'est juste incroyable. Donc c'est pareil, ça redonne du peps au récit sans arrêt. Enfin, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de temps mort. C'est vraiment prenant. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, mais je pense qu'il y en aura plus. Mais voilà, je suis contente d'avoir découvert cette maison d'édition Pyrélion, qui est sur Bookstagram, parce que bon, je trouve que c'est vraiment de qualité, que c'était vraiment une très bonne lecture. Et puis je vais finir avec, attention pour public très 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 averti, avec Violaine de Charnage et son conte de neige et de mort, une réécriture de Blanche-Neige, version Violaine de Charnage, si vous l'avez vu passer sur les réseaux, si vous avez vu mon avis sur Slasher Island, vous savez qu'elle fait pas dans la dentelle. Voilà, donc on va dire, j'adore la couverture. Alors là, évidemment, il y a des reflets. Alors, il est 15 h, hein, mais je suis déjà avec la lumière électrique, tellement il fait pourri dehors. Alors, vous voyez juste derrière mon sapin de Noël qui est là-bas, au fond. On le voit pas tellement, mais on l'a fait ce week-end quand même. Mais voilà, je suis pas trop dans le mood de Noël cette année. J'ai du mal, pourtant j'aime bien, mais j'ai un petit peu de mal. Donc bref, revenons à notre Blanche-Neige. Oui, c'est un conte, mais un conte, voilà, alors pour public très averti, parce que, attention, trigger warning sur VIOL, sur pédophilie, sur inceste, voilà, sur les animaux aussi. À peu près sur tout. On va dire, voilà, trigger warning sur tout. Mais j'ai adoré justement que l'autrice plonge vraiment dans ce que l'âme humaine a de plus sombre. Je crois qu'on voit là-dedans ce que l'humain peut avoir de pire. Alors bien sûr, on va suivre Blanche-Neige. Elle vit heureuse avec son père et sa mère. Jusqu'au jour où sa mère meurt. Et puis bon, le problème c'est que son père lui voudrait un héritier mâle, hein, puisqu'il n'en a pas, donc il va épouser une très jeune femme, voilà. Mais ça va être détourné, on va pas avoir du tout les mêmes relations que Blanche-Neige peut avoir dans la version de Grimm avec sa belle-mère. On n'a pas les 7 nains, par contre on a des morts-vivants à la place, sympa. On n'a pas de prince charmant, exit le prince charmant, il n'a rien à fiche là, donc on n'a pas de prince charmant. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, ouais, il y a des red flags pour tout dans ce roman. Et, donc, voilà, je vous avertis, hein, c'est glorifique, hein, et puis c'est Violaine de Charnage, donc je veux dire, elle y va, voilà, elle ose, mais ça permet, c'est pas gratuit, ça permet de voir ce qu'il y a de plus terrible au fond de l'âme humaine, et de voir comment les gens réagissent aussi quand ils ont vécu le pire, parce que Blanche-Neige, alors déjà moi Blanche-Neige, elle m'a fait fortement tiquer au début, parce que je trouve qu'elle a un acte de cruauté quand elle est enfant. On sent la petite princesse gâtée, quoi. Bon, après, elle est loin, elle va vraiment fortement souffrir, hein. Ça va être assez horrible, hein, je vous l'ai dit, hein. On est dans des scènes très dures. Mais après, c'est de voir sa réaction aussi, et de voir aussi sa belle-mère, comment elle réagit. Elle ne réagit pas de façon pareille face à l'horreur. Et c'est prenant, c'est vraiment, faut oser plonger voilà, dans les abîmes de l'âme humaine, quoi, dans vraiment ce qu'il a de plus sombre. Ce sera une duologie, hein, il y aura 2 tomes, mais c'est vraiment
C'est bien écrit, c'est prenant, il y a des rebondissements. Alors oui, effectivement, c'est de l'horreur. Oui, on aborde des sujets très très durs. Mais voilà, ça montre voilà, aussi la perversité humaine, hein, tout simplement. Et c'est voilà, pour public averti. Moi j'ai beaucoup aimé cette exploration. J'aime bien aller dans les trucs assez sombres, assez noirs. Hein, donc ça m'a pas trop gênée. Mais ouais, attention parce que c'est effectivement, il y a énormément de trigger warning, il y a énormément de scènes difficiles. Mais pour les amateurs d'horreur, bah, allez-y parce que c'est pas de l'horreur gratuite et c'est très bien fait, c'est bien écrit. C'était vraiment prenant, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et là, franchement, je me demande ce qu'elle va faire de Blanche-Neige par la suite. Je me demande comment ça va se terminer parce que elle me fait un peu peur quand même, Blanche-Neige. Elle prend très cher dans le roman, hein, mais en même temps, elle me fait très peur, clairement. Donc j'ai hâte de voir ce que l'autrice a fait de ce personnage dans sa deuxième partie qui devrait arriver en début d'année 2025, donc très bientôt. Voilà, j'en ai fini ici, ça a encore duré 3 heures, vous m'excuserez, j'ai tendance à m'étaler quand je parle des livres, mais voilà, ça en est fini en tout cas pour aujourd'hui de ces lectures. Si vous aimez les lectures sombres, je pense que vous allez trouver votre bonheur dans ces romans, voilà, à plus ou moins forte échelle, hein, le plus dur étant un conte de neige et de mort, hein, qui est passionnant, mais effectivement, attention, on est dans de l'horreur, voilà. Et c'est pas que de l'horreur fantastique, c'est de l'horreur aussi, des choses qui arrivent dans la vraie vie. Voilà, mais vraiment que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, si vous voulez plus de renseignements sur ces livres, hein, notamment au niveau peut-être des trigger warnings, de ce qui peut passer ou ne pas passer, hein, parce qu'on a tous une sensibilité différente aux choses. Donc n'hésitez pas à me demander ou me redemander, c'est vrai que je ne les mets jamais en barre d'infos parce que je n'ai pas trop le temps, mais de me redemander s'il y a besoin les noms et les titres des livres, il n'y a pas de souci. Ça me fait tout bizarre de vous avoir fait, j'ai l'impression d'avoir plongé fortement dans la noirceur là, parce que je vous ai parlé de livres quand même pas très joyeux, mais en même temps c'était des livres qui étaient tous passionnants de différentes façons, parce qu'on a de l'occultisme, on a de la SF, on a du policier, du social, l'héroïque fantasy, de l'horreur. Et j'adore avoir cette diversité de lecture. Oui, évidemment, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de feel-good dans ce que je vous ai présenté, mais en même temps, j'ai vraiment adoré ces dernières lectures. Voilà, c'est mon kiff. Je l'assume. Et ça a vraiment été de bonnes lectures. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par certaines de ces lectures, si par contre ça vous tente pas, ou que peut-être, période de Noël, vous avez envie de choses un petit peu plus cool, plus douces. Comme ça. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.